La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, c'est le président délégué du Conseil d'analyse économique. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Classique. La France a été dégradée vendredi par l'agence de notation S&P. En soi, ce n'est pas une surprise, mais l'annonce est intervenue 6 semaines avant la révision officielle. Ça montre que les agences veulent s'inviter dans le débat du budget 2026. Est-ce que ça change les choses fondamentalement ? Ça met une pression supplémentaire, c'est pas une surprise énorme. Il y a déjà eu des dégradations de la part des autres agences de notation. On voit aussi que sur les marchés, les taux de la France sont déjà au niveau de l'Italie. Donc en fait, on est moins bien situé si on regarde les taux que si on regarde les notes, parce qu'on a encore une meilleure note que l'Italie. Ouais. Pour nuancer deux choses, déjà l'année dernière, l'objectif de consolidation budgétaire qui avait été annoncé par le gouvernement, en fait, a été tenu. On est effectivement aujourd'hui à 5,4 de déficit en 2025, donc il y a eu des efforts qui ont été faits. Et deux, la suspension de la réforme des retraites cette semaine, qui peut-être amène cette dégradation avec des considérations de long terme. En fait, à court terme, était plutôt une bonne chose probablement. Sur les marchés, les taux ont baissé au moment de l'annonce de cette suspension, c'est-à-dire que ne pas suspendre, ça aurait conduit à la dissolution, ça aurait été plus coûteux. La France a été dégradée de AA- à A+, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un 16 sur 20. Franchement, vous pensez que la France mérite un 16 sur 20 ? Pas encore, mais les efforts peuvent être réalisés pour être dignes de cette note. Ouais. L'examen du PLF, le projet de loi de finances débute cette semaine, vous en avez parlé, S&P d'ores et déjà est dubitatif sur notre capacité à suivre notre trajectoire de réduction du déficit. Ça, on verra. L'année dernière, de fait, on a réussi à suivre ce qu'on s'était donné comme objectif. Cette année, il faut voir ce que les parlementaires arrivent à voter, 149.3. Mais vous pensez qu'on est encore crédible ? Pour l'instant, les taux restent tout de même maîtrisés, donc c'est une situation risquée sur le fil du rasoir, mais tout n'est pas perdu, tout n'est pas gagné. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. La semaine dernière, le Conseil d'analyse économique a publié un rapport sur la stabilisation de la dette publique. Quelles sont les mesures que vous proposez et que vous aimeriez voir dans ce budget 2026 ? Donc en fait, dans ce travail, déjà, on fait un point sur la taille de l'effort à faire. On dit c'est 80 milliards pour stabiliser la dette, 112 milliards pour la stabiliser et avoir une marge de sécurité pour la prochaine crise économique. Donc on veut placer le débat déjà dans cette perspective d'un peu plus long terme. Et ensuite, sur la première année, on dit qu'il faut faire de l'ordre de 27 milliards d'efforts. Et donc ça, c'est à peu près similaire à la copie du gouvernement. C'est un peu plus élevé à ce que d'autres groupes parlementaires ont demandé. Et la raison, c'est que c'est mieux de faire des efforts d'emblée parce que, en fait, si vous le faites pas, vous avez un risque d'emballement de la dette. Et à l'inverse, si vous consolidez trop vite, vous avez des risques macroéconomiques. Donc, il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas non plus aller trop lentement. C'est pas du tout l'ordre de grandeur qui était proposé par le gouvernement précédent. On était à 44 milliards d'euros. C'est dangereux de vouloir aller trop vite. Si on va trop vite, effectivement, c'est dangereux parce que ça peut déstabiliser l'économie. Mais il ne faut pas non plus aller trop lentement. Donc, nous, on pense que le bon étiage, c'est de l'ordre de 30 milliards. Et ça, c'est pas très loin de la copie initiale du gouvernement. Donc, ça, c'est le premier point sur les ordres de grandeur macro. Et ensuite, ce qu'on fait dans ce travail, c'est en fait de faire tout un travail de synthèse de toutes les mesures qui pourraient être prises, et on a une démarche qui est volontairement descriptive plutôt que prescriptive. On a 170 leviers qui représentent plus de 250 milliards. Donc je ne vais pas les égrener tous ici. Mais on peut peut-être parler des principaux. On peut parler des principaux, et nous on ne fait pas vraiment de recommandations, c'est plus de donner une boîte à outils dans laquelle les parlementaires, dans le cadre de ce débat parlementaire, peuvent puiser avec des ordres de grandeur qui soient réalistes et prudents, ce qui est la condition de possibilité d'un débat crédible. Donc peut-être quelques grands points. On met pas mal en avant les mesures structurelles, par exemple sur la hausse de la productivité, la baisse du chômage, aussi des éléments liés au taux d'emploi et à la retraite, qui à terme peuvent produire des effets très importants sur les finances publiques. Donc pour l'année prochaine, c'est pas le débat, mais pour dans 3-4 ans, si on ne lance pas ces réformes, donc par exemple sur la productivité, c'est améliorer des dispositifs qui existent déjà, comme le crédit d'impôt recherche, comme France 2030, en envisager de nouveaux, des dispositifs de soutien à l'innovation de rupture, sur le modèle de la DARPA, qu'on pourrait faire avec l'Allemagne. Voilà, parmi d'autres exemples. Sur les retraites, quel serait selon vous l'âge idéal compte tenu des données économiques pour le départ à la retraite ? Ce week-end, Nicolas Dufour, le patron de BPI France, disait dans le JDD qu'un relèvement de l'âge à 65 ans et même peut-être plus était nécessaire. Si on prend une mesure d'âge à 65 ans, en fait, ça produit des effets importants sur les finances publiques, mais à horizon 2035. Ça, on a le chiffrage dans notre rapport, c'est de l'ordre de 18 milliards d'euros, mais à horizon 2035. Donc ça produit des effets à long terme. Donc ça, c'est un débat, je pense qu'il faut avoir
à la présidentielle. Il y a beaucoup de partisans, notamment parmi les économistes, du système à points, pour éviter ce débat très politique sur l'âge. Mais au final, tout le monde se dit que sur le fond, avec la hausse de l'espérance de vie, on partira un peu plus tard, sauf pour les carrières pénibles. Et donc, il faut prendre en compte les enjeux de... Voilà. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, et c'est pour ça que c'est un débat politique fort et qu'il faudra avoir probablement dans le cadre de l'élection présidentielle. 64 ans, ça suscite déjà une levée de bouclier de l'opposition. Et pourtant, avec un âge de départ à 64 ans, on n'équilibre pas le système à moyen terme. Oui, absolument. Et puis ça soulève un sujet plus large d'équité intergénérationnelle. On sait qu'en France, les retraités ont un revenu disponible un peu plus élevé que celui des actifs. C'est une exception dans le monde. Les retraités ont un taux d'épargne très élevé, notamment les retraités aisés. Et donc, en fait, avec des retraites élevées, on nourrit, après des inégalités aussi des chances, parce que c'est les retraités qui vont transmettre, épargner et transmettre à la génération future. Mais vous aussi, vous pensez qu'il faut faire les poches des retraités? Donc je pense qu'il va falloir faire des efforts sur cet aspect-là, mettre tout le monde à contribution. Donc sur les retraités, il y a des mesures qui ont déjà été mises en avant. Par exemple, l'abattement pour frais professionnels à 10% sur l'impôt sur le revenu pour les retraités. Ça représente 5 milliards d'euros. Le gouvernement l'a mis dans la copie initiale, avec une clause de sauvegarde pour que les retraités modestes soient protégés. On pourrait aussi réfléchir à des sujets sur l'imposition de l'héritage, donc qui de fait touchera les retraités, mais aussi les très riches. À mon avis, cette mesure-là est bien meilleure que d'autres mesures comme la taxe Zuckman, par exemple, dont le chiffrage d'ailleurs a été, je pense, dans le débat public assez surestimé. On parle de 15-20 milliards. Nous, on a dit à plusieurs reprises, et on le redit dans ce rapport, que à notre sens, le vrai ordre de grandeur, c'est plus de l'ordre de 5 milliards, vu les réponses d'optimisation et d'exil fiscal auxquelles on peut s'attendre. Mais ça vous inquiète, la volonté du Parti socialiste de remettre en selle la taxe Zuckman dans les débats budgétaires? Non, je pense que tous les débats sont légitimes. Ce qui m'inquiète, ce serait de prendre comme mise de jeu pour cette mesure 15 milliards ou 20 milliards, parce que ça déstabiliserait, à mon avis, toutes les discussions budgétaires. Si on dit on veut faire une trentaine de milliards d'économies et qu'on pense qu'on peut faire les 2/3 avec une seule mesure, sachant que sur des mesures antérieures, on a vu des réponses comportementales, c'est-à-dire d'optimisation, d'exil fiscal qui étaient importantes et qui donc grèvent les recettes fiscales. Je pense qu'il faut prendre ça en compte et que donc on peut peut-être avoir cette discussion plutôt sur la base d'un chiffrage de 5 milliards. J'entends vos propositions, mais pourquoi est-ce qu'en France, on est incapable de réduire les dépenses et qu'on termine systématiquement par une hausse d'impôts? Vous avez toujours des perdants pour chaque dépense. Après, on peut cibler les dépenses les moins efficaces, par exemple sur l'apprentissage, sur MaPrimeRénov', sur des sujets d'absentéisme, par exemple dans la fonction publique territoriale. Je pense que c'est des cas où c'est plus simple de s'attaquer à la dépense. Il y a aussi d'autres cas où... par exemple sur la santé, on a des restes à charge qui sont plus faibles que dans le reste, que dans d'autres pays. Mais bien sûr, ça fait des perdants, donc c'est forcément difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre tout le monde à contribution pour qu'il y ait aussi une perspective de justice dans ces efforts. Et en tout cas, une partie de l'Europe s'interroge, notamment les pays qui ont fait des efforts et qui aujourd'hui sont en excédent budgétaire, comme le Portugal, qui le sera pour la deuxième année consécutive. Merci beaucoup, Xavier Jaravel, d'être venu ce matin, président délégué du Conseil d'analyse économique. Et merci à tous les deux. Stéphane, je vous dis à demain, dès 6h, pour une nouvelle matinale de l'économie. Dans 2 minutes, les coulisses de la politique. Emmanuel Macron s'accroche à son rocher élyséen, nous racontera Olivier Beaumont. Avant cela, si nous parlions français avec Karine Dijoux, 7h21.